Tu connais le club Backseat ? Avec un abonnement à 15€ par mois, tu peux intégrer ce club très fermé et bénéficier de plein d'avantages. Parmi eux, ton nom au générique de l'émission, la VOD YouTube en avant-première dès le vendredi matin, les vidéos bonus en avance, l'accès au débrief, mais surtout, la possibilité de venir dans le public gratuitement à la dernière minute, l'invitation à des événements VIP et une magnifique carte de membre ultra collector. Le club Backseat, c'est le plus grand soutien que tu puisses apporter à l'émission, alors je te donne rendez-vous sur KissKissBankBank, le lien est en description sous la vidéo. Tout de suite, ta VOD. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Backseat, bonsoir le public, bonsoir, merci à tous d'être là. Merci le public, vous êtes extraordinaires. Bonsoir à vous si vous nous regardez en direct sur Twitch. Bonjour si vous nous regardez en replay sur YouTube. Et bonjour aussi si vous nous écoutez en podcast. Chers amis, on se retrouve cette semaine donc à nouveau sur le plateau de Backseat pour parler d'actualité politique sur Twitch comme chaque semaine. J'ai le plaisir d'être entouré par une merveilleuse bande de chroniqueurs et de chroniqueuses. On est avec Usul à nouveau. Salut Usul. Bonjour. Usul, tu es chroniqueur sur Blast, la série Rhinocéros notamment, oui. Qui sort un dimanche sur deux si je dis pas de bêtises. Non, trois fois par mois. Et les pauses sont calées sur les vacances scolaires. C'était pas clair le truc dès le début de la saison. Ça l'est toujours pas d'ailleurs. Non, mais gros épisode dimanche. Dimanche, gros épisode sur le traitement médiatique réservé à ce qui s'est passé le 7 octobre, puis les événements qui ont suivi dans la bande de Gaza. Je rappelle que Rhinocéros est une émission de critique média. Voilà, sur Blast. Sur Blast. Voilà. Et je suis également comédien dans Mars Express. Oui, le film qui sort le 22 novembre. Le film qui sort le 22 novembre. De Jérémy Perrin. De Jérémy Perrin, absolument. C'est très important. Et tu es également chroniqueur sur Backseat. Également, voilà. Et ce midi, je streamais pour la CGT aussi. Ah, t'as streamé pour la CGT. Oui, maintenant tu fais des streams pour la CGT. Ils ont lancé une chaîne Twitch. Oui, c'est ça. Il y a une chaîne Twitch de la CGT. Ils n'ont pas encore beaucoup d'abonnés. Il va falloir y aller. Et en même temps, il y a eu 2 streams. Donc bon. Et donc, allez-y. C'est toutes les 2 semaines. Ça s'appelle Le Local. Et on parle avec un ou une syndicaliste qui raconte son métier, qui raconte ses engagements. Puisqu'aujourd'hui, on a beaucoup fait de pédagogie sur qu'est-ce que c'est la CGT, comment ça marche, c'est quoi une union départementale, c'est quoi machin. Donc, très pédago. C'est très sympa. Le replay est dispo aussi. Il est déjà dispo sur le compte Twitter, Twitch, tout de la CGT. Et ben merci à toi d'être avec nous. On est aussi avec Claire. Salut Claire. Salut. Ça va ? Oui, cette fois mon micro marche, donc je suis contente. Ton micro marche, voilà. Oui, très très bien. Tu peux même l'incliner un peu plus si tu veux pour que ce soit en face de ta bouche. Claire, tu es doctorante. Oui. Et tu es ancienne candidate de la NUPES aux élections législatives de juin 2022. Exactement. On est content de te retrouver. Est-ce que tu vas bien, Claire ? Quand on est en thèse, c'est toujours une question, voilà. Comment va la santé mentale ? À moitié. Ça va quand on est là. Bah écoute, ça fait plaisir. On est écrire, c'est un peu plus compliqué. Je me doute. On est aussi avec un autre doctorant. On est avec Antoine. Tout à fait. Et tout comme Claire sur la santé mentale. Tout pareil, vous êtes ravagés tous les deux. Mais ça fait plaisir de vous accueillir. En tout cas, doctorant en sciences politiques et directeur par ailleurs de l'Observatoire de l'opinion de la Fondation Jean Jaurès. Exactement. Qui est une organisation classée plutôt à gauche. Oui, on va dire ça, c'est toujours important, la gauche, tout ça. Ouais, ça va, faut préciser, faut le réaffirmer, la Fondation Jean Jaurès, parfois elle a besoin de le réaffirmer sans doute. Merci d'être avec nous tous les trois. La semaine dernière, il y a eu un petit truc particulier, c'est qu'on a c'est qu'on a fait un live privé qui était réservé aux donateurs de Backseat. Je vous rappelle que cette émission Backseat n'est possible que grâce à vos dons. Et quand vous donnez de l'argent à Backseat, notamment quand vous donnez un don mensuel de minimum 10€, vous avez accès une fois par mois à un live privé qui est réservé aux donateurs à 10€ minimum, dans lequel on explique, on fait le point sur Backseat, on vous présente les personnes qui font l'émission, on discute avec vous, on prend vos réflexions, vos remarques, vos questions, on en discute. Donc si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à aller sur KissKissBankBank, retrouver la campagne de financement de Backseat et vous aurez accès, voilà, vous voyez, entre 5, 10 et 15€. Ce sont des exemples des contreparties que vous pouvez obtenir en soutenant l'émission Backseat. Ça t'a plu, Claire, l'émission de la semaine dernière, justement ? Ouais, c'était le très live chouette. privé. Ouais, puis on a accueilli du coup des gens avec nous dans le Zoom. Ouais, des gens du public, bien sûr, des donateurs. C'était très chouette. C'était de super voir cool. Des visages. Enfin là, nous, on a le public. Il est beau, hein. C'est magnifique, mais ouais, c'était sympa. Et ouais, c'était super cool. Donc n'hésitez pas vous aussi à faire partie de ça. Bon, sans plus tarder, je vous propose, si ça vous dit, qu'on parle de politique. C'est parti pour l'actu de la semaine. Dans l'actualité cette semaine, une première en France, Cocorico, ça n'avait jamais été fait et maintenant ça l'est. Nous avons un ministre en exercice devant la justice. Il s'agit en plus du ministre de la justice qui se retrouve devant la justice. Tout ça est très particulier, tout ça est très iconoclaste. C'est effectivement une nouveauté. Il s'agit d'Éric Dupond-Moretti qui est depuis lundi et pour à peu près 2-3 semaines devant la Cour de justice de la République qui, je le rappelle, est la seule juridiction à même de juger des ministres pour des faits commis pendant leur mandat pour des raisons de séparation des pouvoirs. La Cour de justice de la République donc qui est en train d'examiner le dossier du ministre de la Justice. Il lui est reproché par le parquet national financier d'avoir cherché
recherché par le parquet de la CJR. Il lui est reproché d'avoir usé de sa position de ministre de la Justice pour régler des comptes avec des magistrats avec lesquels il avait eu maille à partir lorsqu'il était avocat. Je ne vais pas rentrer beaucoup plus que ça dans le détail parce que tout ça est extrêmement technique. Pas tant que ça, hein, c'est pas très compliqué. Comment tu le résumes, toi ? En gros, il a lancé des inspections, il a pas des sanctions, mais déjà des inspections lourdes avec des accusations sur des magistrats avec lesquels il avait travaillé plus tôt et avec lesquels on se doute que peut-être ça s'était pas très bien passé. Et voilà, il leur a foutu c'est ce dont il est soupçonné en tout cas, d'avoir. Après, c'est dur de rentrer dans sa tête, ça va être l'objet de ce procès-là. Est-ce que vraiment c'est parce qu'il leur en voulait qu'il leur a collé des inspections sur le dos qui sont des accusations lourdes avec des procédures lourdes derrière pour eux, ça les a emmerdés quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, oui, le ministre de la Justice n'est pas le supérieur hiérarchique des magistrats, mais il a un pouvoir de cassage de couilles. Un pouvoir de cassage de couilles par des enquêtes administratives, l'inspection générale qui vient regarder comment travaille le magistrat, on lui reproche des mauvaises gestions, des trucs comme ça, etc. Bref. Et en plus, des enquêtes qui ont plutôt fait flop. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas grand-chose, enfin il n'y avait rien, donc c'est d'autant plus bizarre. Claire, c'est une particularité française, ça, d'avoir des ministres devant la justice, d'avoir une succession d'affaires ? Là, effectivement, le fait d'avoir le ministre de la Justice devant la justice comme ça, c'est assez particulier. Et là, on a eu le cas du président du Portugal qui a été juste mis en cause pour une affaire de corruption et tout de suite, il a donné une démission. Donc en fait, derrière cette question de la mise en cause de nos politiques, il y a une question très très importante de responsabilité et d'exemplarité des personnes qui nous dirigent, parce qu'il y a effectivement ce principe de présomption d'innocence qui est un pilier de la justice, mais en fait là on parle de personnes qui continuent de prendre des décisions au quotidien au nom de l'intérêt commun. Donc alors qu'ils sont mis en cause dans des affaires qui potentiellement conduiront la justice à conclure qu'ils ne sont pas capables de défendre cet intérêt général. Donc c'est des situations extrêmement compliquées aussi du point de vue de la séparation des pouvoirs, parce que là, c'est donc une cour qui va juger le plus haut placé dans la hiérarchie de la justice. Donc ça pose vraiment des questions aussi hiérarchiques qui sont difficiles. Tout est dans le potentiellement, comme on dit dans le chat, effectivement, c'est Racine40 qui dit ça. Tout est dans le potentiellement, c'est-à-dire est-ce qu'un ministre doit démissionner dès lors qu'il est mis en examen, ou alors est-ce qu'il faut attendre la condamnation ? Ça, c'est une part de la question, mais la question du moment, du laps de temps où le jugement est en cours et le ministre continue d'exercer ses fonctions, peut-être qu'on pourrait trouver une formule où il met en suspens, en parenthèse, ses fonctions politiques en attendant le jugement. On pourrait imaginer des formulations un peu qui donneraient des gages qu'on prend des précautions concernant qui on met à des postes avec autant de responsabilités politiques derrière. Antoine, cette affaire, ça nous interroge sur la question d'exemplarité des élus. Est-ce que l'opinion publique dit quelque chose de ça ? Mais l'opinion publique dit toujours quelque chose, c'est ça le problème. Déjà, tout comme Claire... je parle toujours pas assez fort. Non, si, là c'est bon, c'est juste pas parfaitement en face. Oui, déjà, tout comme Claire sur le constat et ce qui serait censé... ce qui devrait être fait dans ces circonstances-là, c'est au moins de se mettre en retrait, ça semble être la moindre des choses. Après, moi, c'est vraiment sur les conséquences que ce genre d'événement, ça a sur la démocratie, plus que sur l'opinion publique. En fait, tu te rends compte que la confiance dans les institutions, elle est liée à 3 choses. Déjà, est-ce que les institutions sont capables de produire concrètement des choses positives pour la population ? Et là, tu te rends compte qu'il y a vraiment un problème, parce qu'il y a énormément de personnes qui pensent que la situation de leurs enfants sera pire que la leur aujourd'hui. Il y a un second aspect, c'est l'idée que les institutions soient représentatives de la population. Ouais. Et là, pour le cas, il y a aussi un problème. Et le troisième élément, c'est l'impression de probité du personnel politique. Et alors là, il y a souci. Déjà, tu as 60% de la population qui pense que la plupart des hommes et des femmes politiques sont corrompus. Ouais. Et tu as 75% de la population qui pense que les hommes et les femmes politiques agissent principalement dans leurs intérêts personnels. Donc tu as un vrai problème de confiance dans la probité du personnel politique. Et indéniablement, c'est pas juste une perception. C'est-à-dire que tu as des faits concrets qui amènent à ces choses-là. Et évidemment, quand tu vois un ministre de la Justice qui est encore en fonction, qui démissionne pas, et qui est devant la justice,
Bon, on va pas dire que ça va améliorer la Et situation. qui est là précisément parce qu'on l'accuse d'avoir eu un usage personnel. Exactement, Ouais. complètement. Un petit peu comme si Bruno Le Maire diligentait des inspections fiscales sur des gens qu'il n'aimait pas, quoi. Ouais. Des gens qui l'avaient emmerdé avant dans son parti ou dans un parti adverse. Ça pose une question intéressante parce que Éric Dupond-Moretti est l'un des symboles de cette société civile qui vient dans le paysage politique et qui a des postes à responsabilité. Toi, c'est un truc qui t'a fait réagir quand on a préparé cette émission, Usul. Oui, parce que c'était la promesse, c'était que justement, tiens, puisque dans l'imaginaire collectif, les politiques sont corrompus, comme tu l'as dit, le macronisme, c'était aussi cette promesse de, on va prendre des gens de la société civile. Or, la plupart, enfin beaucoup d'affaires, qu'elles aient été très exposées ou pas, des années Macron sont des affaires de conflits d'intérêts. De gens qui venaient du privé et une fois dans le public, en fait, on soupçonne, prenons Alexis Kohler par Le exemple. secrétaire général de l'Élysée. Voilà, prenons un cas très concret. Il lui est reproché d'avoir, alors qu'il devait exercer pour le pouvoir public certaines responsabilités, d'avoir favorisé une grande entreprise, MSC, le fameux armateur, qui est en partie détenu par sa famille, une partie de la famille de sa mère, etc. Chez qui il a pantouflé pendant la campagne de Macron, par qui il était payé. Enfin voilà, c'est ça qui lui est reproché. En effet, on revient à cette idée de, tiens, le pouvoir... Il y a un usage personnel une fois qu'il y est. Donc, après, Alexis Kohler, lui, il n'est pas de la société civile, mais ça pose la question de ces allers-retours entre le privé et le public. Est-ce que la politique, c'est un métier ? On a envie de dire, non, il ne faut pas que la politique soit un métier. Mais alors, qu'est-ce qu'on invente pour faire en sorte que on n'en arrive pas à ce genre de situation où ces allers-retours professionnels, politiques professionnels, on voit le macronisme, c'est devenu la règle. On ne se fait aucun souci pour la suite de la carrière des ministres. Là, je sais pas, Marlène Schiappa, je sais pas qui, des gens qui, dès qu'ils sont plus ministres, on se dit, ils vont se mettre bien dans le privé. Et puis ils vont revenir. Et donc, quand ils vont revenir, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Peut-être ils vont aussi prendre des décisions. On se demande. Ça pose problème. Ça pose vraiment problème. C'est un soupçon général. Faudrait imaginer d'autres choses, quoi. Mais je pense Antoine. que ça en dit aussi beaucoup sur la sociologie du personnel politique, parce que ceux qui viennent du privé, c'est pas n'importe quel poste dans le privé. Tu vas pas avoir un boulanger ou un ouvrier. C'est extrêmement rare d'avoir des personnes comme ça qui pourraient pas profiter du fait d'être passées dans les institutions politiques pour derrière bénéficier d'avantages très concrets dans leur travail. Mais là, vu que c'est des postes à très grande responsabilité dans le privé, évidemment que tu t'interroges sur les liens de pouvoir qu'il peut y avoir entre le passage dans le public et le passage dans le privé. Et je pense qu'une des nouveautés, je termine avec ça, c'est qu'avant, il y a quand même une grande tradition dans la République de députés, par exemple, qui exerçaient des professions libérales. Quand tu es avocat... Médecin, avocat. Médecin, etc. Tu pars, tu reviens, Bon, en effet, tu t'es fait un meilleur carnet d'adresses pour la suite, mais c'est pas exactement pareil que cette porosité maintenant qui s'est installée avec les grands groupes, les grosses machines capitalistes. Et on se doute bien que là, quand on sort d'une grosse machine capitaliste, L'Oréal, Danone, je ne sais quoi, et qu'on arrive après et qu'on va écrire la loi ou qu'on va proposer et qu'on va retourner là-bas, ça configure aussi d'une certaine façon, pas de la même manière que si tu étais juste avocat ou je sais pas quoi. Ça configure le personnage. Là, en l'occurrence, ça tombe sur une personne qui est dans une profession libérale, qui est en l'occurrence un avocat pénaliste. J'ai oublié le nom de l'ancien ministre du Transport qui s'était fait retoquer une carrière qui lui était proposée chez un des leaders de l'hydrogène. C'est celui qui était sur TikTok. Djebari. Voilà, Alexandre Djebari. Jean-Baptiste Djebari. Je sais plus. Jean-Baptiste Djebari qui avait voulu effectivement être embauché par une énorme entreprise leader dans le domaine de l'hydrogène. Alors sauf que les TikTokers, quoi. Ah non, il a arrêté ça. Je sais pas ce qui est devenu avant, il était pilote de ligne, mais bref. Donc oui, effectivement, il y a quand même des autorités de contrôle normalement. Est-ce qu'elles sont défaillantes, ces autorités de contrôle ? La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, par exemple. Justement, pour le cas Dupond-Moretti, en fait, dans le dossier, ce qui est indiqué aussi, c'est qu'il a sciemment ignoré les feux orange et rouge qu'on mettait devant lui. En gros, il a eu des signaux qui lui disaient « là, c'est un peu touchy ce que tu es en train de faire », et il l'a fait quand même. Donc, je pense qu'au-delà aussi de cette question qu'on a soulevée sur le mélange des intérêts privés et des intérêts publics et le flou total qui est créé sur qu'est-ce que c'est l'intérêt public, parce que je pense, au fond, c'est ça qui se passe. Et ça c'est le résultat de, globalement, le tournant néolibéral, donc le fait que l'État devienne une espèce de machine qui se met au service des marchés au lieu d'être un vrai contre-pouvoir et en vraie articulation conflictuelle avec les marchés. Donc c'est créé par ça, mais au-delà de ça, je pense qu'il y a un truc de sentiment d'impunité dans cette affaire-ci qui est présente, et visiblement,
toutes les barrières, tous les contrôles, la haute autorité, c'est pas suffisant, visiblement. Ah, de Vu toute la évidence, non. multiplication des affaires, on a eu plein d'affaires aussi qui concernaient la manière dont les députés utilisaient leur enveloppe parlementaire, avec des choses un peu embarrassantes pour certains et certaines parfois. Et puis Sarkozy Mais- qui repasse devant les Oui. tribunaux pour l'affaire Big Malion aussi. Sarkozy C'est encore autre qui chose. revient, ouais. C'est Donc, encore autre chose. Encore autre chose, mais il y a pas mal sur Sarkozy. Oui, mais il y quand a un lien entre, en plus, l'affaire le Dupond-Moretti et Sarkozy. Et Sarkozy. Là, il était dans l'affaire des écoutes. Voilà, par Fadel, Thierry Herzog, l'avocat. même. Oui, c'est ça. C'est une des parties qui lui est reprochée, c'est aussi d'être parti en vacances avec Thierry Herzog et de s'être publiquement affiché dans Paris Match, il me semble, avec l'avocat Thierry Herzog, qui allait être jugé. Donc quand tu t'affiches à la veille de ton procès avec le ministre de la Justice, c'est une manière d'intimider la Cour de justice à laquelle Thierry Herzog allait faire face. Et donc, on l'a versé au dossier, cet élément-là, parce qu'on jugeait que c'était quelque chose qu'il gênant, n'avait pas à minima. faire. Voilà. Le coup de main à l'ami. Voilà, quand on est ministre de la Justice, on le fait plus, normalement. Mais du coup, ça pose la question, effectivement, que tu soulevais, Usul, du personnel politique. Est-ce que notre personnel politique se doit d'être un personnel politique de carrière, que les personnes ne doivent pas venir du privé, ou en tout cas, si tu as travaillé dans le privé une fois dans ta vie, alors il y a un soupçon éternel du fait que tu vas quelque part chercher à agir dans l'intérêt de ton ancien employeur ou de ton futur potentiel. Et puis il y a des gens comme toi qui vont aussi défendre en général l'idée que la politique aussi c'est un métier. Avec une somme de savoir-faire énormément. Mais moi, j'en suis etc. sorti parce que moi, je défends le fait qu'il y ait des conseillers qui sont là pour précisément permettre à des personnes qui ne sont pas de carrière, qui ne sont pas moi, je suis un anti-technocratie. Le gouvernement des experts, c'est pas mon truc. Je préfère que les experts soient au service des dirigeants, mais que les dirigeants, eux, soient représentatifs du peuple. C'est ma manière à moi de voir les choses. Mais donc, du coup, moi, le métier que j'ai fait, effectivement, par le passé, c'était justement un petit techno que l'on mettait au service d'une personne qui n'était pas une techno, un ou une techno, qui était là parce qu'il avait besoin d'accompagnement. Mais moi, c'est plutôt le modèle que je défends là. Il y a quoi comme Il y a solution le mandat révocatoire, où qu'on puisse révoquer les oui, élus. Il y a l'idée qu'on ne puisse pas en faire plus de temps dans le temps. Oui. Pas de plus de 2 mandats, voilà, puis après tu retournes à ta vie. Il y a des solutions. Mais comme tu parlais de l'enveloppe parlementaire, il est plutôt amusant de noter que ces derniers temps, l'idée est plutôt de revenir à l'ancien monde, puisqu'il est là, les députés, il y en a qui proposent de remettre l'enveloppe parlementaire, alors de manière plus transparente qu'avant, avec quand même un peu plus de transparence. Il faudrait motiver l'enveloppe parlementaire. C'est une réserve, la réserve qui est discrétionnaire, c'est-à-dire le député pouvait en faire ce qu'il voulait. Il pouvait aider le club de foot s'il voulait, il pouvait aider à la rénovation d'une église, je sais pas où. Il faisait ce qu'il voulait avec ça. Et on soupçonne évidemment à chaque fois le clientélisme. Ça a été supprimé sous Macron. Et c'est en train de faire un peu un retour. Et puis voilà, on est peut-être en train de réassister. Et surtout, il redemande le cumul des mandats. Alors oui, j'allais le dire. Au nom de rapprocher les élus du peuple, parce que les élus se seraient éloignés du peuple. Bon, ça sans doute. Mais ils disent la meilleure solution, c'est de les laisser continuer à cumuler des mandats. Comme ça, ils seront, comme avant, députés, maires, voilà, qui a un lien avec le territoire. C'est vrai que ce sont deux des lois. Et ils veulent leur redonner l'enveloppe parlementaire pour qu'ils puissent à nouveau aider leur petit club de foot, etc. Donc on est en train de revenir à ça. Effectivement, ce sont deux des réformes apportées par les socialistes entre 2012 et 2017. C'était la création de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Je rappelle que ça a été créé après l'affaire Cahuzac. Merci. Et l'interdiction du cumul des mandats, qui est aussi un héritage des socialistes. Et celui-là aussi, il est attaqué. Est-ce que ça veut dire qu'on se dirige d'ici à 2027 vers un modèle à la papa ? Moi, je pense qu'ils sont en train de redemander des privilèges. C'est-à-dire que pour moi, cette coupure entre les électeurs et leurs élus, elle n'est pas due au fait que avant c'était des petits barons, en effet, d'accord, ils sont un peu moins des petits barons, mais elle est surtout due aux politiques menées. Elle est due aux politiques menées et la manière dont elles sont reçues dans la population. Voilà, les pouvoirs d'achat qui baissent, le machin, et puis un niveau de vie, un mode de vie, comme tu disais aussi, le fait qu'il ne soit pas très représentatif socialement de la population. Enfin, il y a plein de choses qui expliquent cet éloignement entre les élus. Une mutation générationnelle aussi. C'est des choses qu'on a déjà dit ici, mais le fait que les nouvelles générations, elles sont de moins en moins déférentes par rapport au personnel politique et aux partis politiques, et que tu as une volonté de participer plus directement par toi-même
à la vie de la cité et qu'on ne te donne pas juste le droit de voter une fois tous les 5 ans et de te taire pendant le reste du temps. Exactement. Tu as aussi ces mutations-là qu'il faut prendre en compte en plus de ce que tu dis. Autre sujet qu'on voulait aborder ensemble dans l'actualité, il y a le retour des rencontres de Saint-Denis. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, rappelez-vous, c'était à la fin du mois d'août dernier. Emmanuel Macron a organisé un truc qui n'avait jamais été fait dans l'histoire de la Ve République. C'est que le président de la République a invité à Saint-Denis les dirigeants des principaux partis politiques représentés au Parlement pour avoir des discussions assez larges sur tout un tas de sujets. Et ces rencontres de Saint-Denis, c'est probablement en train de devenir un des modes de gouvernance un peu particulier d'Emmanuel Macron, puisqu'il a proposé qu'il y ait à nouveau une rencontre de Saint-Denis qui soit organisée dans je ne sais plus combien de temps. Je crois que c'est le 17 novembre, un truc comme ça que c'est prévu. Et dans ces nouvelles rencontres de Saint-Denis, Emmanuel Macron propose d'avoir une discussion sur l'élargissement du référendum. La possibilité, soit l'abaissement du nombre de signatures nécessaires pour faire un référendum d'initiative partagée, soit la facilitation de faire des référendums pour adopter des lois, donc le fameux article 11 de la Constitution, qui serait élargi aux questions de société. Chose importante à noter dans ces futures rencontres de Saint-Denis dans quelques jours, toute la gauche a décidé de boycotter cette rencontre, d'Olivier Faure à Manuel Bompard pour les socialistes et les insoumis respectivement. À une exception, c'est Marine Tondelier des écolos qui a dit qu'elle trouvait ça dommage de pas y être parce que son argument c'est de dire oui mais s'il n'y a pas d'écolos autour de la table, c'est sûr qu'ils vont surtout pas parler d'écologie. Donc moi, notre job en tant qu'écologiste, c'est d'aller parler d'écologie. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que la gauche a raison de boycotter une occasion de discuter avec le président de la République ? Voilà, c'est super, tu vas parler d'écologie avec le président de la République, puis après il va rien en avoir à foutre comme d'habitude. C'est étonnant ce format Saint-Denis. On invite des gens, on invite les chefs de parti, pourquoi pas. Alors le paritarisme pourrait aussi s'inviter aussi. Il y a déjà des trucs qui existent, hein. Il y a le CESE, il y a l'Assemblée. Il y a plus ou moins un parlement dans ce pays, oui. Il y a quand même plein de trucs qui existent et non, il veut faire sa petite réunion dans son coin, puis de toute façon, c'est lui qui tranche. Donc c'est quoi encore ça ? Mais ça, c'est un peu une des Antoine. caractéristiques du macronisme, quand même, de créer des nouveaux cercles de discussion. Il y avait le grand débat national. Oui, c'était le grand débat national. Tu avais aussi le conseil scientifique qui prenait les décisions pendant le Covid. Enfin, tu as plein d'espaces. Le truc de la refondation, oui, là. Tu as plein d'espaces comme ça qui se créent en dehors des espaces traditionnels. Et à côté de ça, tu vois quand même que l'Assemblée, le fait d'avoir des vrais débats, ça pose problème. Donc, pourquoi pas utiliser déjà les institutions démocratiques qui existent plutôt que de créer des nouveaux cercles de réflexion. Alors, ils ont créé Baxit. Mais bon, ce qu'a déclaré, oui, c'est vrai, il n'a pas créé Baxit. Mais ce qu'a déclaré Olivier Faure, c'est qu'il ne voyait pas l'intérêt d'aller tenir la chandelle à un grand moment de réconciliation entre la droite et l'extrême droite, puisqu'il reproche notamment à Emmanuel Macron de vouloir accorder. Une des revendications de la droite et de l'extrême droite en ce moment, c'est la création d'un référendum sur le thème de l'immigration. Une revendication historique du RN. Hein. Ah oui, référendum sur l'immigration, oui. On veut faire un référendum sur l'immigration. Comme beaucoup de revendications historiques du RN qui sont en train de juste devenir très monnaie courante dans les débats publics. Et personne... Enfin bon, c'est très étonnant la manière dont les choses se banalisent. Mais oui, sur ce format Saint-Denis, on a effectivement l'impression que ça s'inscrit dans la longue lignée de la création de bidules démocratiques de la part de la Macronie. Et que je pense qu'il y a une immense lassitude, en fait, parce que... mine de rien, accorder de l'importance et donner de la force à un processus, comme un processus de transformation de la Constitution, ça demande une espèce de profondeur politique qui doit se connecter à un moment à quelque chose dans le pays. Là, en fait, ces bidules démocratiques, du fait que en fait, leurs promesses ont été trahies de manière assez systématique, exemple, la Convention citoyenne pour le climat, on demande un travail énorme, du temps, les citoyens s'y sont vraiment pris au jeu et ont énormément mis d'énergie et d'espoir dans ce processus, et finalement on le balaye et on le prend pas en compte. Donc je pense qu'il y a une lassitude. En fait, ils sont plus du tout crédibles pour mener un processus démocratique, et y compris une transformation constitutionnelle. Donc il y a un moment, il faut aussi avoir une espèce de solennité dans la manière dont on et de sérieux, en fait. Prendre la démocratie au sérieux. Alors, et là, quand on en est au 16e 49.3, en fait, tout ce qui viendra comme proposition de démocratie pour faire vivre ça dans le pays, je pense que c'est plus du tout crédible venant des macronistes. Mais qu'est-ce qui serait à la hauteur alors de cette crédibilité, Antoine, du point de vue de l'opinion publique ? T'en parlais tout à l'heure du niveau de défiance. Qu'est-ce qui serait crédible comme mode de fonctionnement ?
En fait, tu te rends compte que, alors j'ai cité un grand homme, Emmanuel Macron, qui le 12 avril 2002 nous disait le fait de ne pas avoir de respiration démocratique pendant 5 ans n'est plus adapté à notre époque, qui puis maintenant nous dit notre constitution, hier comme aujourd'hui, peut-être même aujourd'hui davantage qu'hier, est pleinement démocratique. T'en redis l'année ? 12 avril 2022 et aujourd'hui, donc là ça change en pas beaucoup de temps. Ouais. Et alors, qu'est-ce que t'en tires ? En fait, c'est que c'est vraiment pas à la hauteur, la réforme de la Constitution qui est proposée. C'est-à-dire Mais pour l'instant, on sait pas trop ce qu'il y a dedans. pas On grand-chose. voit très bien où ça va, vu l'ambiance. Oui. Hein. Mais en fait, vraiment, il y a une vraie insatisfaction démocratique. C'est que même si le gouvernement veut pas qu'on parle de crise démocratique, il y a quand même une crise de la démocratie représentative en France. C'est-à-dire que quand tu demandes à l'heure actuelle aux Français quel est le système de gouvernement préféré, tu vois la démocratie représentative 44%, la démocratie directe 37%, et des formes d'autoritarisme, 19%. Donc démocratie directe, on est juste 7 points en dessous de la démocratie représentative, et c'est même au-dessus de la démocratie représentative chez les moins de 35 ans. D'accord. Et ce que l'on voit aussi, c'est que quand les aspirations démocratiques elles sont pas satisfaites, c'est là où ça se tourne vers des demandes de plus grand autoritarisme. Donc il y a vraiment une nécessité de prendre en compte l'état de la société à l'heure actuelle, qui est vraiment, qui n'est plus rien à voir avec ce qui se passait il y a 10, 15 ou 20 ans, mais qui demande davantage de participation politique. Et si ça, c'est pas pris en compte par le gouvernement et même par les partis politiques de manière plus globale, ça peut poser quand même grandement problème. Est-ce que le référendum, c'est pas une manière de le prendre en compte ? Mais ça va l'élargissement du référendum. C'est vrai que ça fait partie des trucs qui sont identifiés comme un des défauts de notre démocratie, c'est que ça fait 20 ans qu'on n'a pas voté un référendum. Oui, mais bien sûr, mais peut-être pourquoi commencer avec un référendum sur l'immigration ? Ça, c'est une question. Oui. C'est que évidemment que le référendum donnait davantage la parole à la population, c'est absolument évident. Mais là, et d'ailleurs, est-ce que c'est même en soi une bonne idée de faire des référendums sur des sujets sociétaux ? Moi, je pense pas. Voilà, oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais, Vraiment, je suis pas tout à fait convaincu. Ne serait-ce que pour une raison très simple, c'est qu'un référendum, c'est une campagne référendaire qui dure plusieurs mois, au cours duquel il y a des émissions à la télévision, à la radio, on s'engueule avec le camp du oui, le camp du non. Ça, c'est assez. J'allais dire c'est assez classique, mais ça fait 20 ans qu'il n'y en a pas eu en France. Vous verrez, les jeunes, voilà, il y a le camp du oui et le camp du non, et il y a une égalité stricte de temps de parole. Je suis pas persuadé d'avoir envie d'avoir une campagne référendaire sur l'IVG, sur le mariage pour tous, sur la fin de vie, sur l'immigration. Je trouverais le débat profondément nauséabond. Il y a des questions dont le seul fait de les poser, c'est déjà nauséabond en soi. Et je trouve que le sort des humains que sont les migrants, c'est déjà, par exemple, le genre de truc que je veux pas qu'on ait de campagne dessus, pour ou contre. On aurait l'impression d'être sur CNews, quoi, finalement. Ouais. La multiplication des référendums dans un contexte où la démocratie est fonctionnelle, on a déjà par ailleurs un fonctionnement démocratique viable, et où le débat public est sain, et pas que le paysage médiatique est pas dominé par le fait que beaucoup de grands médias sont possédés par un petit nombre de personnes. Enfin, tout ça crée des espèces de préconditions au fait que s'il y a un référendum, on saura gérer collectivement, démocratiquement ce débat. Là, j'ai peur que si on multiplie les référendums, et surtout sur des sujets sociétaux comme ceux-ci, en fait, ça va on va creuser encore plus des fractures dans l'opinion, et ça va pas, le résultat dira rien politiquement finalement, parce qu'on n'aura pas eu un débat de qualité démocratique suffisante. Ouais, ça, je suis d'accord avec toi. Usul ? Complètement d'accord avec Claire, c'est très important. En effet, si on engage... Alors déjà, une chose, y a quand même un aveu il y a quand même un aveu de faiblesse aussi, de dire finalement il n'y a qu'une politique économique qui peut être menée. Là-dessus, on fera plus de référendum. C'est fini. On ne nous demandera plus jamais notre avis sur de grandes orientations économiques. Il n'y a qu'une politique possible, celle pour les entreprises, la croissance, etc. Donc, parlons d'autre chose. Parlons d'immigration, parlons de... Voilà. Et en effet, dans ce contexte-là, alors le contexte des tensions déjà en France, qui est un pays qui est quand même travaillé par un racisme là en ce moment, mais en ce moment depuis quand même assez longtemps, avec une extrême droite qui monte, et là se dire c'est bien, allons-y avec le paysage médiatique dont tu as raison de le mentionner, c'est-à-dire est-ce qu'on a les institutions, est-ce qu'on a y compris les médias pour organiser ce genre de grande discussion qui est quand même en effet très sérieuse. Et ce soir sur France 2 par exemple, il y a un débat, il y a Caroline Roux qui nous fait une soirée, ça s'appelle L'événement. Le thème de la soirée, je vous le donne en mille, immigration, comment la maîtriser ? Ah oui, d'accord. Avec tout un tas d'invités, le casting est complètement zinzin, Gérald Darmanin, Jordan Bardella, Aurélien Pradier, Marion Maréchal, il y a à peu près, c'est la fête à l'extrême droite.
Et ça, tu parlais des médias détenus par des milliardaires, on pense à Bolloré, on pense à Bernard Arnault et quelques autres. Alors là, c'est le service public. Ça, c'est le service public. La qualité du débat public dans ce pays, elle est désastreuse. On est au plus bas. Là. On n'a jamais vu ça. Et c'est là-dedans que vous voulez organiser des référendums et des machins. Tu as raison. On va vers le mur. On va dans le mur là avec ça. Ils jouent avec le feu, quoi. Claire ? Et donc, dans ce contexte-là, avoir que des espèces de pansements comme ça, en créant des instances un peu ad hoc et en faisant croire qu'il se passe quelque chose, alors que les gens sont plus du tout dupes du fait qu'en fait, les décisions se passent au-dessus d'eux et sans eux, je pense que ça nuit plus qu'autre chose en fait à la qualité démocratique du débat et au fait que les gens, à la prochaine élection, vont réussir à croire en quelque chose au moins et aller voter. Ou alors, ça va être un vote de rejet et on va se retrouver avec l'extrême droite au pouvoir, quoi. Il y a aussi une autre option, on est en train de voir ça aux États-Unis, mais on a vu ça aussi en Pologne. Mine de rien, les gens aussi se remettent à voter, beaucoup les femmes, sur les questions de leurs droits. Mine de rien, le fait que l'extrême droite ait été aussi agressif sur les droits des femmes a fait que ça a remobilisé aussi une partie de l'électorat qui ne votait plus en se disant « Ah merde !» La politique, c'est important en fait. Là, je peux perdre le droit d'avorter. Donc, on l'a vu aux États-Unis, très récemment, en Pologne. C'est pour ça que l'IVG dans la Constitution est prévu. Ça date d'ailleurs très directement de cette décision de la Cour suprême américaine. Donc, on peut aussi voir les gens vont aussi se mobiliser, mais pour d'autres thèmes maintenant. Ouais. On aura l'occasion de continuer à en parler. Chers amis, il y a aussi quelque chose qui s'est passé dans l'actualité politique cette semaine. Il s'agit d'une sanction dont a écopé une députée de la France Insoumise, à qui il a été reproché de ne pas jouer collectif. Je vous propose qu'on en parle avec la principale intéressée. Je vous demande d'accueillir sur ce plateau Raquel Garrido. Bonsoir. Bonsoir Raquel Garrido. Bonsoir Jean, Merci. Bonsoir Usul, bonsoir Claire et bonsoir Antoine. Bonsoir tout le monde. Merci Raquel Garrido d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Vous êtes la cofondatrice du parti de gauche en 2008 avec Jean-Luc Mélenchon. Vous avez été son avocate aussi à Jean-Luc Mélenchon à partir de 2011. Et je le disais en introduction, il vous est arrivé quelque chose cette semaine. Vous avez été auditionné lundi dernier pendant 1h30 et il est sorti de cette audition par les responsables du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale que vous avez été sanctionné. Vous avez écopé de 4 mois de mise au banc, de retrait de vos fonctions d'oratrice de La France Insoumise. Ma première question, c'est à qui est-ce que je m'adresse ce soir ? Est-ce que vous êtes une députée historique insoumise ou est-ce que vous êtes une frondeuse ? Vous êtes quoi ce soir ? Je suis une insoumise, canal historique. Moi, j'ai l'impression de défendre le programme, peut-être même mieux que les autres, parce que je défends la première ligne du premier chapitre, du premier paragraphe, qui est la 6e République et la démocratie. C'est vrai que vous êtes connu pour porter le programme de la 6e République pour la France Insoumise. Qu'est-ce qui vous a été reproché ? Je crois qu'il y a un désaccord sur ce point. On a entendu notamment le député Antoine Léaumont qui a tweeté en disant que vous avez été sanctionné parce que vous ne respectez pas les décisions collectives. Vous dites de votre côté que vous avez été sanctionné parce que vous avez pris des positions politiques qui ne sont pas dans la veine de celles du parti. Alors qui on doit croire ? Alors, j'ai reçu un acte d'accusation par écrit et je l'ai demandé et j'ai mis 10 jours à l'obtenir, donc je le donnerai à qui me le demande. Mais je trouve quand même très étonnant qu'un parti décide d'entraver le travail d'une députée sans donner les éléments qui fondent sa décision. Les habitants de ma circonscription, donc Bobigny, Drancy-le-Bourget, en juin 2022, se sont mobilisés pour chasser la droite affairiste. Il y avait un député là depuis 20 ans qui était Jean-Christophe Lagarde. Ah oui. Le clan Lagarde. Ouais. Donc les gens... Qui vous en a fait baver d'ailleurs. Exactement. Et donc les habitants de ma circonscription, par milliers, se sont en fait rebellés contre ce clan Lagarde et ont décidé de m'envoyer moi à l'Assemblée nationale. Et là, maintenant, ils n'ont plus une députée à 100%. Ils ont une députée à, voilà, je sais pas combien, 80, 50%. Il va falloir que je vois comment ça va se passer. Mais ça répond pas à ma question. Si, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas normal qu'un parti politique, que 20 personnes dans un bureau décident à la place des habitants comment travaille une députée. Et la moindre des choses, c'est qu'ils se justifient. La moindre des choses, c'est qu'ils donnent des faits qui permettent à mes électeurs de juger. Si, comme le dit Antoine Léaumont, je n'ai pas respecté les décisions collectives, dis lesquelles. Sur France que chacun Inter, puisse juger sur pièce. Le 22 octobre, sur France Inter, vous avez déclaré, je cite, Jean-Luc Mélenchon ne fait que nuire à la France Insoumise depuis l'affaire Quatennens. Fin de citation.
Oui, alors ça Ça, fait c'est partie quelque des chose qui choses vous qui êtes m'ont été reproché. proposées. Mais évidemment, Ok. dans l'acte d'accusation qui m'est envoyé, j'appelle l'acte d'accusation parce que c'est une référence d'avocate d'appeler les choses comme ça. Oui, c'est pas son nom. C'était exact, peu voici ce importe. qui t'est reproché. Ils n'en sont pas au point de eux-mêmes utiliser ce genre de Mais en tout cas, ils l'ont mis vocabulaire. par écrit. Donc, ils ont notamment parlé cette sortie-là. Vous Mais vous en bien prenez sûr. directement à Jean-Luc Mélenchon. Mais bien sûr, c'est écrit noir sur blanc. Et alors, Écrit noir sur blanc. et Et vous le regrettez ou pas Et donc, ce que je leur ai dit, c'est que où était la règle? Parce que pour qu'il y ait sanction, il faut qu'il y ait une règle qui soit violée. Où est-il écrit que dans notre organisation, c'est interdit de critiquer Jean-Luc Mélenchon? Alors, ils vont répondre, c'est pas principe- interdit. c'est un principe général du droit, on va dire. Ils vont Ah répondre, non, c'est pas justement. interdit. Non, mais alors là, c'est là où vous avez intégré vous-même des phénomènes de soumission interne. La raison pour laquelle, moi, j'ai consacré 30 ans de ma vie, d'accord, à militer avec Jean-Luc Mélenchon, à construire d'abord les courants quand on était au Parti Socialiste, la grande association PRS pour la République Sociale à partir de 2004, le Parti de gauche ensuite à partir de 2008, la France Insoumise, c'est parce que Jean-Luc Mélenchon était pour passer à la 6e République. Et Jean-Luc Mélenchon disait dans tous les meetings, ne scandez pas mon nom, ne scandez pas mon nom, nous c'est le programme, nous c'est l'avenir en commun. Mais moi j'étais d'accord avec ça et je croyais ça. J'ai jamais été une fanzouze de Jean-Luc Mélenchon, d'accord? Jamais. Je ne suis pas d'accord avec cette façon-là de faire de la politique. Je ne suis pas d'accord. Qu'il y ait des affects, qu'il y ait de l'admiration, très bien, ça me va très bien, il n'y a pas de souci, parce qu'évidemment, le combat est rude, et c'est bien quand on se le dit et qu'on dit « c'est bien, merci », quand on est dans la gratitude. Mais de là à expliquer que soudainement, notre organisation, dont l'ADN, c'est d'être un parti programme et pas un parti personnel, soudainement crée un crime de lèse Mélenchon, là non, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc l'idée de vouloir me faire taire par rapport à ça est scandaleux, contre-productif et en plus totalement vain. Vous avez tweeté 4 mois, cela ne vous dit pas quelque chose, c'est comme Adrien Quatennens. Pourquoi vous faites cette comparaison? Parce que la durée m'a beaucoup étonnée. 4 mois, c'est le Ça- temps, je précise, de suspension dont vous avez écopé. Oui, pendant 4 mois. Et C'est 4 pas une mois, exclusion du groupe, hein, c'est pas la même sanction exactement. c'est la même durée, c'est exactement C'est la même ce que j'ai durée. dit. durée, Oui, D'ailleurs, oui, dans le tweet que j'ai fait lundi soir, enfin dans la nuit, j'ai énoncé exactement quelle était l'impossibilité d'agir et dans quelle mesure on limitait mon action. Mais cette idée de 4 mois, C'est étonnant. Est-ce que la c'est perçu session comme une ordinaire. provocation Bah oui, je C'est pense ça que tout le monde le perçoit comme une provocation. Ouais. Je pense que tout le monde le perçoit comme une provocation. C'est-à-dire, c'est l'idée, une femme qui critique un homme, c'est 4 mois, et un homme qui frappe sa femme, c'est 4 mois. Antoine? En fait, tous les mouvements de Jean-Luc Mélenchon depuis 2008, que ce soit le parti de gauche, le Front de gauche, la France Insoumise et même derrière la précédente campagne, ça a toujours été des machines de guerre électorale finalement, qui avaient pour but de gagner les élections, mais non pas les élections toutes d'ailleurs, la présidentielle en particulier. Absolument. En fait, c'est un mouvement davantage qu'un parti. Et finalement, comment faire en sorte qu'il y ait davantage de démocratie interne, puisque c'est ce que vous demandez finalement, au sein de quelque chose qui n'est pas un parti politique, mais qui est un mouvement et qui est donc en mouvement, comme son nom l'indique, où il n'y a pas forcément de possibilité d'avoir de la réflexivité sur ce qui se passe, de discussion, de statut, etc. D'abord, même plus qu'un mouvement, moi je dirais que c'est une écurie présidentielle. Appelons les choses Pendant les périodes de campagne, comme pendant les périodes de campagne présidentielle. mais en dehors. Et en dehors, à chaque fois, on a eu des creux. C'est-à-dire que ce soit entre 2012 et 2017 ou entre 2017 et 2022, en gros, on n'a pas été attractif, on n'a pas donné une place aux militants, donc ils sont gentiment rentrés chez eux. Et nous, on se disait, c'est pas grave, ils reviendront pour la campagne d'après. Et il revenait. Plus ou moins, pas forcément les mêmes. Oui, c'est vrai. Pas forcément les mêmes. Et c'est un pari, je trouve, qui est dangereux de se dire, finalement, t'as collé les affiches, t'as distribué les tracts, mais ce que tu as dans la tête, la façon dont tu te projettes dans l'avenir, ça ne nous intéresse pas. Nous, l'écurie présidentielle, nous, l'équipe présidentielle, on te rappellera le moment venu. Et je trouve que c'est profondément dangereux de faire ça. D'abord parce que il me semble que il faut qu'on se projette dans l'avenir. Moi, j'estime que la France Insoumise, elle a vocation à durer. Donc, ce n'est pas une expérience politique qui commence et termine avec Jean-Luc Mélenchon. Par conséquent, il faut qu'on ait des processus internes qui permettent de sécréter des directions, de les valider, une ligne politique, une stratégie politique. Parce que derrière l'unité autour du programme, il y a quand même un grand non-dit, c'est que du coup, qui détermine au quotidien la tactique et la stratégie? On a 650 mesures. D'accord, mais vous voyez bien que tous les jours à la télévision, les porte-paroles ne défendent pas 650 mesures. C'est pas ça, faire de la politique. C'est pas j'ouvre mon programme, page 1. Voilà. Non.
La politique, c'est de créer des conversations, c'est de créer des points de discorde, c'est de créer des fédérations de combat. Et donc, qui décide quelle est la priorité? Moi, je vous prends un exemple. Mais c'est la question, Tout comment simple. fonctionne ce parti? Ouais. C'est la question que je vais vous poser, comment fonctionne. On sait qu'il n'y a pas de Mal. congrès, il n'y a pas de vote. Mais alors, du coup, c'est quoi son mode de fonctionnement? On a l'impression qu'il y a un 2 poids 2 mesures entre ceux qui sont autour de Jean-Luc Mélenchon et qui sont d'accord avec lui, et ceux qui sont plus aux marges, comme vous, comme Clémentine Autain, comme François Ruffin, comme Alexis Corbière. Et c'est pas une impression. Oui, non, là, on n'en est plus là. C'est pas une impression, c'est un Pose la fait. question. C'est un fait. Mais dès le Mais début, il y avait dans la doctrine du populisme de gauche, il y a une place pour le leader, etc. C'était un peu dans le corpus quand même, un petit peu, même si c'était pas écrit tel quel. Ouais, Il y a le une caractère. place- C'était dans la pratique et le corpus il y a une place, idéologique. il y a une place pour la fonction tribunicienne. Voilà, ouais. Mais on se voit ensuite, toi, je Comme sais tu plus. veux. D'abord, il n'y a pas que le tribun qui avait une fonction tribunicienne, vous l'aurez remarqué. Il y avait des orateurs. On a quand même cultivé en notre sein l'art oratoire, la capacité que ce soit dans les grands meetings, que ce soit dans les médias. Et moi, je suis aussi le produit de ça. Même quand je décide, par exemple, de consacrer du temps professionnellement à l'intervention dans la télévision de masse, voire de la télévision de divertissement, Hanouna. on est Ardisson, Hanouna, et ainsi de suite, on est exactement dans la même fonction. Donc, pour moi, je ne l'ai jamais perçu comme étant un truc de tous derrière un seul homme. C'est pas le sujet. Pour moi, cet homme-là, Jean-Luc Mélenchon, c'est en fait un cheval, voilà, qui permet de passer à la 6e République. Sauf qu'aujourd'hui, je considère que lui-même C'est qui met en le pilier danger notre propre aptitude à être cru et à être reconnu comme outil susceptible d'avoir un projet démocratique pour le pays. Parce qu'en réalité, si on n'incarne pas nous-mêmes, on n'a pas le début de commencement d'une idée de comment faire un projet démocratique dans le mouvement, comment on peut être crédible dans le projet démocratique pour le pays? Or, le 49.3 à répétition, l'adoption de la loi retraite par 49.3 montre que c'est bien ça le sujet. C'est bien ça le sujet. Hier soir, au Place Bourbon, j'étais avec Dernière Rénovation, qui a fait un rassemblement qui, pour moi, est extra, vraiment très bien, très intelligent. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus dénoncer le 49.3. Dernière Rénovation a obtenu la majorité de l'opinion française, a obtenu la majorité de l'opinion des députés qui ont voté à la loyale dans l'hémicycle 12 milliards d'euros pour la rénovation thermique des bâtiments. Donc, la bataille des idées, elle est gagnée. C'est quoi le problème? C'est que le président de la République concentre trop de pouvoir et dispose de ce pouvoir très spécial qui est une télécommande qui lui permet d'éteindre l'Assemblée nationale, donc la démocratie. Faites un parallèle entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon dans leur mode de fonctionnement. Ah. Bah, c'est ce que vous êtes en train de faire. Là, non, parce que je ne pense pas que Jean-Luc Mélenchon ait la même télécommande. Non, il n'est pas président Bon, de la République. d'accord. Il peut éteindre Non, La Raquel preuve, Garrido. la preuve, c'est qu'il ne peut Mais pas il est- éteindre Raquel Garrido. Ah. Hein, bon, donc, ça n'est pas vrai. Comme il ne peut pas éteindre les insoumis, il peut pas éteindre... C'est pas vrai, en fait, ça ne marche pas. Cette règle n'existe pas chez nous. Claire. De dire qu'une seule personne fait taire les autres. Et d'ailleurs, ce qui est quand même très frappant, c'est que depuis qu'ils m'ont sanctionné, ils sont tous sur les plateaux en disant « Mais non, c'est pas du tout parce qu'elle a critiqué Mélenchon. » Alors, mais pas du tout. Bah, vous Pas du vous leur tout. Alors répondez que- quoi? Donc, ce que je vais faire, c'est que aux membres du groupe parlementaire qui me l'ont demandé, je vais donner l'acte d'accusation. Et chacun pourra voir ce qu'il y a écrit dessus. C'est écrit noir sur blanc. Et c'est d'ailleurs ce sur quoi je me suis défendue dans l'audition pendant 1h30. Parce qu'à la fin, le communiqué, il n'a pas de rapport avec ce sur quoi je me suis défendue. Parce que là aussi, il y a des procédures qui sont inventées au cours de l'eau, comme ça, qui changent tous les jours. C'est pas C'est possible. gazeux. C'est pas possible. gazeux, ouais. Aujourd'hui, on s'est félicité du fait que le Conseil d'État a annulé la dissolution des soulèvements de la terre. Parce que précisément, dans un état des droits, il y a des limites à l'arbitraire. Alors, mais chez nous, comment du coup faire différemment? Nous aussi, on doit avoir des procédures. Si on te reproche quelque chose, il faut dire quoi? Il faut dire quelle est la règle violée? Quelle est la règle violée? S'il n'y a pas une compréhension admise de tout ce qui la règle existe, La discipline collective. déjà, elle peut pas... Alors, discipline collective. Quelle est la règle collective que je n'ai pas respectée? Laquelle? La discipline de groupe. Je sais pas, j'essaye de me mettre à leur Non, place. mais d'accord. La Mais alors discipline pourquoi de ils ne le groupe. disent pas? Pourquoi ils ne disent pas? Ils ont pris un exemple. Ils ont dit parce que nous avions décidé de ne pas mettre la suppression de l'article 49.3 dans la niche parlementaire du 30 novembre. Ce qu'on a eu au départ, c'était l'idée. Hein, Une on devait décision, ouais. déposer une proposition de loi constitutionnelle pour supprimer l'article 49.3. Excellente idée. Tout à fait opportune sur le plan politique. Je pense que c'est absolument incontestable que ça aurait Ah été ouais. très très bien de le mettre dans la niche. Bon. Alors j'ai été désignée chef de file, on a commencé le travail et plouf, ils ont décidé de l'enlever. Fin septembre. Et moi, j'ai continué la bataille pour qu'on le mette. C'est-à-dire, j'ai insisté
en interne, dans les boucles, et puis publiquement, j'ai continué la bataille, non pas en disant « ils l'ont enlevé, il faut le remettre ». Je n'ai pas dévoilé cet aspect-là. J'ai juste dit « il faut qu'on se batte là-dessus ». Bon, et ils me reprochent ça. Et alors, je leur dis « mais attendez, la décision collective, c'est de ne pas mettre la PPLC dans la niche. Ça, je le respecte. De toute façon, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas les moyens de le mettre dans la niche. Mais il n'y a pas de règle qui dit Raquel Garrido n'a pas le droit de se battre politiquement en interne et dans la société pour supprimer le 49.3. Cette règle n'existant pas, je ne peux pas la violer. Et en plus, si elle existait, ce serait mortifère. Qui y gagne, en fait, au fait que je me taise sur ces combats? Qui y gagne au fait que en commission des lois, je puisse plus défendre notre ligne dans les discussions générales ou dans l'hémicycle? Ça aide qui à part les macronistes? Claire, pardon. Oui, moi j'avais une question parce que du coup, effectivement, du fait aussi que l'AFI s'est construit en tant que mouvement et pas comme justement un peu en contrepoint à la manière dont les partis, le Parti socialiste avec ses courants, ses règles, ses procédures, etc., se sont construites. Du coup, ça se gère de crise en crise, quoi. Et la question de comment on gère la pluralité des voix, l'altérité en interne, on est obligé, enfin, il y a une gestion un peu au fil de l'eau. Donc, la question, maintenant, il y a cette sanction, c'est celle de la suite pour toi, mais également pour les voix qui aussi s'affirment un peu à l'extérieur de l'AFI, comme Clémentine Autain ou François Ruffin. Comment ça tient ensemble, tout ça? Parce que c'est la même famille politique, c'est les mêmes objectifs, c'est le même objectif de prise de pouvoir d'un certain corpus d'idées. Donc, comment on avance à partir de ça? Il faut avoir la volonté d'être unitaire pour 10. Moi, je suis pour l'unité des Insoumis, je suis pour l'unité de la NUPES, je suis pour l'unité du mouvement syndical, je suis pour l'unité du peuple. Et d'ailleurs, les points de discorde que j'ai eus avec Jean-Luc Mélenchon portent précisément là-dessus, sur le fait que je l'ai trouvé pas très unitaire pendant le mouvement des retraites. J'ai trouvé que ce n'était pas utile par rapport au syndicat, vous voulez dire, par rapport à la stratégie la adoptée à façon de l'Assemblée. chercher querelle au mouvement syndical, et même de mettre des coins au sein de la NUPES, tout ça. La question de l'unité, c'est très important. Et c'est vrai que l'absence de buanderie, comme j'ai appelé ça la buanderie, on dit « il faut l'enlever son linge sale en famille », je dis « dites-moi où est la buanderie, s'il vous plaît ». Bon. L'absence de buanderie, comme on dit chez nous, crée une difficulté objective. C'est évident, c'est absolument évident, parce que on me dit, regarde, il y a la mitraille en face, l'extrême droite est extrêmement menteuse, elle nous met des cibles sur le dos, les macronistes également, c'est tout à fait vrai, et ça ne va pas se calmer. Ça ne va pas se calmer. Je suis en plus très bien placée pour le savoir. Le point, c'est contre moi qu'ils ont inventé que j'avais une esclave algérienne de 36 ans, que je ne m'occupais pas de mes enfants, qui en fait n'habitaient pas chez moi, et ainsi Ça, de c'était suite. la garde, ça. Ça, voilà. Mais c'est l'oligarchie, c'est le point. C'est Bernard Arnault, non, qui possède le point, je ne sais plus lequel des oligarques a le point. C'est deux Zemmouriens qui se sont retrouvés dans un stand de tir pour faire un tutoriel sur comment m'assassiner. Moi, en décembre 2021, j'ai dû prendre mes enfants, me cacher pendant 5 jours le temps que les individus soient interpellés. Donc, je connais très bien l'adversité, je ne la sous-estime pas. Mais là, vous recevez de l'adversité de la part de militants insoumis. Pas trop, ça va. Je reçois surtout beaucoup de soutien. D'accord. Énormément de soutien. Mais ce que je voulais répondre, c'est cette idée de, puisqu'on est attaqué, il ne faut pas donner d'armes à nos ennemis pour nous attaquer. Parce qu'évidemment, c'est ça, en fait, le conflit de loyauté. C'est de dire, si tu dis quelque chose qui va être utilisé par l'ennemi, donc, en fait, tu es avec l'ennemi. C'est une réduction Ou au moins, opposition de quiconque, en fait, dit quelque chose. Sauf que le problème, c'est que c'est où, c'est comment. Comme l'adversité ne va pas baisser d'intensité, donc si on suit ce raisonnement jusqu'au bout, on ne peut faire rien d'autre que de dire amen. Avec une situation où, par exemple, sur la manif de dimanche, il y avait... Est-ce que vous y allez à la manif de dimanche contre l'antisémitisme? Alors, attendez, je termine là-dessus. Pendant la réunion du groupe qui discutait de ça, qui est une discussion très complexe, Jean-Luc Mélenchon a tweeté. Donc quelqu'un a dit, mais attendez, Jean-Luc vient de tweeter de toute façon. Donc il n'y a, ça, c'est typique, c'est-à-dire c'est typique. Il n'y a pas de vie démocratique. Vous avez 35 députés en train de réfléchir politiquement, en train de sous-peser toute la situation, et puis Jean-Luc Mélenchon fait un tweet. Bon, et au final, la décision, elle est conforme au tweet. Voyez. Alors que la question de savoir... Est-ce que vous y allez ce dimanche à la manifestation? Moi, je n'ai pas encore décidé ce que je vais faire dimanche. Il y a plusieurs options. C'est la présence du RN qui vous gêne? Oui, le fait que... déjà, oui, c'est évident que la simple présence du RN et le profane cette initiative, parce que eux, comme
leur fonction dans la société, c'est de diviser les Français en fonction de leur religion, en fonction de leur couleur de peau, en fonction de leur provenance géographique ou celle de leurs ascendants. À partir de là, comme ils ont les lunettes du racisme vis-à-vis des musulmans, on ne peut pas considérer une seule seconde qu'ils luttent contre l'antisémitisme. C'est pas possible. C'est juste que puisque ça les arrange l'antisémitisme, c'est les mêmes lunettes que l'islamophobie. C'est la même chose, en fait. Donc, c'est pas possible. Quand on est antisémite, on est islamophobe. Quand on est islamophobe, on est antisémite. C'est pareil. C'est tout pareil. Donc, moi, ce que je demande au RN, mais je suis pas la seule, c'est de ne pas venir, en fait. Si vous êtes vraiment sincère. Malheureusement, c'est pas vous qui organisez cette manifestation, c'est Yael Braun-Pivet et Gérard Larcher pour le National et le Sénat. Et jusqu'à mais je ne suis pas la seule à le demander. Même Stéphane Séjourné a demandé à ce qu'ils ne viennent pas. Il y a beaucoup de voix qui s'élèvent pour leur dire ne venez pas. Président du CRIF aussi. Le président du CRIF également. Et puis d'ailleurs, attendez, il n'y aura pas beaucoup de militants RN, parce qu'elle a dit j'appelle mes électeurs, mais ils sont antisémites, donc je veux dire, je pense que se lever un dimanche sous la pluie pour aller dire protéger les juifs, là, je pense que là, c'est un peu au-dessus de leur force, quoi, quand même. Donc, ils ne seront pas nombreux de toute façon. Donc, la question, c'est symbolique, c'est-à-dire c'est la présence de Marine Le Pen, de Jordan Bardella, de Falk, par exemple, c'est des négationnistes, etc. Ça, il faudrait obtenir qu'ils ne soient pas là. Et la difficulté, c'est que nous, qui sommes les tenants du fil historique de la lutte contre l'antisémitisme et pour l'égalité, c'est très douloureux de se sentir gêné dans le fait même de manifester. Et du coup, moi, je comprends, par exemple, Aria Halimi, qui est un dirigeant de la LDH, un avocat, je veux dire, qui insoupçonnable de proximité avec vous non, mais du fait qu'il ne soit pas sincèrement antiraciste, par exemple, quand les musulmans sont attaqués. Bon, il dit qu'il faut y aller. Il dit, nous, à Assas, il y avait les fachos, on a tenu bon et on a fini par gagner, il faut y aller. Donc moi, je me garde de toute expression lapidaire par rapport à ça. Vous n'avez pas encore pris votre décision pour dimanche. On continue non, avec Antoine. Et je pense que le fait de dire aux gens, si vous y allez, vous êtes pour le massacre, si vous y allez, vous êtes pour l'extrême droite, attention, non. D'abord, les gens, s'ils y vont, c'est parce que sincèrement, ils ont envie en fait, de réagir à la recrudescence des actes antisémites. Il y a aussi, si vous y allez pas, vous êtes complice du Hamas. Enfin voilà, c'est devenu un... Exact. Et aujourd'hui, on voit aussi les élus d'extrême droite reconfigurer aussi le mot d'ordre en disant c'est aussi une marche contre l'islamisme ou contre l'islam, parce qu'aujourd'hui, l'antisémitisme est porté par les musulmans. Et donc, il y a tout un tas de discours qui transforment aussi cette marche, y compris dans la manière dont elle est présentée dans les médias, comme une marche contre les musulmans. Exact. Je précise que François Ruffin, votre collègue, sera à Strasbourg dimanche dans une manifestation contre tous les racismes, je cite, où l'extrême droite n'est pas conviée. Oui, c'est ça. C'est très récent parce que notre collègue Emmanuel Fernandez, donc, qui est élu de Strasbourg, nous a indiqué que la LICRA, à Strasbourg, a été très claire lorsqu'elle a déposé l'appel pour une manifestation dimanche en disant « Le RN, vous n'êtes pas bienvenu ». Donc lui, il a dit « Mais moi, du coup, c'est parfait. Moi, je vais lutter contre les actes antisémites sans le RN ». Et du coup, on a été un certain nombre à dire « Très bien, on va à Strasbourg ». Parce qu'on n'a pas envie de manifester. Donc, il y a bien sûr un tas de désaccords avec la LICRA. Je ne nie pas que ce n'est pas non plus 100% ce qu'on aurait dit ou pensé à tout sujet. Mais là, il me semble que c'est plutôt une bonne idée. Donc, je sais que François va y aller. Je pense qu'Alexis Corbière va y aller aussi. Voilà. En tout cas, cette idée de lâcher la bataille contre l'antisémitisme me semble être une sorte d'erreur qui nous sera reproché longtemps et qui est une sorte de cadeau un peu gratos pour l'extrême droite. Usul ? Moi, j'ai une question assez concrète pour la suite. La suite, c'est quoi ? Il y a le courant de la gauche éco-socialiste, peut-être, avec lequel vous discutez. Il y a peut-être d'autres forces à l'intérieur. C'est quoi ? L'alternative, c'est quoi ? Parce que même s'il s'agit de rompre avec le mélenchonisme, c'est-à-dire avec Mélenchon, le prochain candidat de la gauche derrière... Le grand candidat, celui dont on espère qu'il représentera assez largement la gauche dans le sillage de la NUPES à la prochaine présidentielle, si ce n'est pas Mélenchon, il faudra quand même qu'il ait l'assentiment de Mélenchon. C'est dur. Alors quel est le plan ? Quel est le plan pour sortir du mélenchonisme ? Jusqu'où ? Comment ? Avec qui ? Et jusqu'où avec qui ? Il y a un préalable, c'est de dire que nous voulons gagner en 2027. Donc la question... c'est comment gagner en 2017 ? Quelle est la stratégie pour gagner en 2027 ? Il me semble que la première réponse, c'est chérir la NUPES, son programme et son cadre de rassemblement.
non seulement parce que nous sommes mandatés par le peuple pour ce faire, c'est-à-dire nous sommes des élus NUPES et quel que soit notre parti d'origine, les gens ont voté pour nous dans un cadre de rassemblement et avec un programme qui est celui de rupture avec le hollandisme et la social-démocratie. Donc il faut quand même y être fidèle à ce mandat du peuple, mais aussi parce que ça reste finalement la stratégie la plus pertinente pour gagner en 2027. Expliquez-moi comment on gagne en 2027 si on est divisé. Donc mon idée à moi, c'est pas de créer une rupture irréconciliable avec Jean-Luc Mélenchon. C'est vraiment pas du tout ce que je veux faire, puisque je suis contre l'idée des gauches irréconciliables. Donc du coup, c'est quoi? C'est de créer un cadre de rassemblement plus large? D'abord, il faut... Là, en ce moment, compte tenu des coups de butoir qui ont été faits, des coups de canif au sein de la NUPES, je fais partie des députés qui essayent de maintenir déjà des cadres d'action commune, notamment avec le groupe de travail que je copilote à l'Assemblée sur la 6e République, mais il y en a d'autres. Mais pour le reste, à ce stade, mais moi j'y ai parlé. Donc si vous avez des choses, vous aussi, à dire à Jean-Luc Mélenchon sur la façon dont il doit garantir l'espoir de la victoire en 2027, mais allez-y. C'est-à-dire que Je comprends que vous me posiez la question à moi parce que là, j'ai pris un peu les devants, mais je ne suis pas chef. Hein. On l'a reçu donc à la fête de l'humain. Ça t'a pas échappé. Ouais. Il a galvanisé les foules. Il garde quand même encore aujourd'hui une force et une notoriété évidemment dans l'électorat de gauche. Il ne s'est toujours pas écroulé. Mais je demande pas à ce qu'il s'écroule. Mais peut-être qu'il est encore celui qu'il faut envoyer. C'est quoi cette logique qui consiste à épouser tellement l'affect du candidat à la présidentielle qu'on voit le monde pour ou contre lui? Mais ça va, on n'est pas à la maternelle de la politique. On fait de la politique de haut niveau. On essaye de prendre le pouvoir dans la 7e puissance du monde. Donc moi, ce que je dis à Mélenchon, c'est ce que tu as fait pendant 1 an n'a pas aidé à la fédération du peuple, à la fédération de la gauche, aux victoires. D'ailleurs, on a perdu sur les retraites. Et notamment, on a perdu... C'est pas de la faute de Mélenchon. Non, c'est la faute du 49.3 et de Macron. Mais quand même, ça n'a pas aidé qu'au mois de février, lorsqu'on voulait faire battre l'article 7 dans l'hémicycle, en pensant qu'on pouvait être majoritaire compte tenu de l'effet du mouvement sur les députés de droite, lui disait que c'est pas possible parce que Macron, il a un accord avec Ciotti et que du coup, la droite va tous voter pour la retraite à 64 ans. Ce qui était faux. Ça s'est avéré faux. Et en mars, les Pradier et compagnie s'apprêtaient à voter contre la retraite à 64 ans. Et c'est pour ça qu'il y a eu le 49.3. Donc, on a perdu 1 mois et demi par rapport à ça. Donc, il a fait des erreurs. Il fait des erreurs. Il continue d'en faire, là. On a une photo à vous montrer, une photo qui date de novembre 2008. C'était au meeting de fondation du parti de gauche. Une photo sur laquelle on voit Jean-Luc Mélenchon au centre, au premier rang. Et en haut à gauche de la photo, c'est vous. C'était en 2008, c'était il y a 15 ans. Est-ce que pour vous, vous êtes en train de vivre la fin de cette aventure-là qui aura duré 15 ans? Ou est-ce que les ponts sont rompus avec Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que ça peut se rabibocher? Ça peut se... Mais pas du tout. Mais arrêtez c'est pas Dallas. Alors, tout le monde s'en fout des rapports personnels entre Mélenchon et moi. Ça joue. Mais ça fait penser un peu à ce qui s'était passé à Podemos quand même, entre la rupture d'Inigo Errejón par rapport à Pablo Iglesias. Enfin, d'habitude, quand il y avait des voix qui étaient un peu divergentes au sein des organisations de Jean-Luc Mélenchon, on sait ce qui s'était passé avec Charles Chirac par exemple, le départ était moins bruyant que ce que vous faites aujourd'hui et d'exprimer comme vous le faites les divergences. Est-ce qu'il n'y a pas un point de non-retour quand même assez majeur qui a été franchi ces dernières semaines? Charlotte Girard, quand au sortir de la campagne présidentielle de 2017, qui était donc notre 2e défaite, elle a dit il faut qu'on démocratise l'organisation et elle s'est pris un non, assez ferme. Et à partir de là, elle a dit, écoutez, dans ce cas-là, je ne veux plus être votre candidate pour les européennes. Elle devait être tête de liste. Et elle a dit, si c'est ça, ciao, moi je suis maître de conférence, j'ai un droit constitutionnel, donc je vais faire ma vie. Et à ce moment-là, c'était son choix. C'était son choix. Moi, à ce moment-là, je faisais de la télévision à titre professionnel, je n'étais pas de toute façon dans l'organisation. Et puis certaines autres personnalités qui étaient dans un rapport direct avec Jean-Luc Mélenchon ont été répudiées. D'accord, dont un par tweet, François Coq. Et il est parti. À l'époque, on avait un fonctionnement très clanique et qui pouvait peut-être se justifier compte tenu de l'adversité qui était de s'en prendre à la social-démocratie, qui avait tous les leviers du pouvoir. L'Élysée, les régions, les départements, ils avaient tout. Mais non, on est premier, on a gagné. On a gagné vis-à-vis de la social-démocratie. On est la première force. Donc ça n'a... Il n'y a pas eu la mutation qui aurait dû avoir lieu, selon vous,
à l'issue de cette victoire sur la social-démocratie, le parti n'a pas muté en ce qu'il aurait dû devenir. Voilà, et donc c'est encore Ok. à l'ordre du jour. C'est-à-dire, il faut faire aujourd'hui, c'est pas trop tard, ce qu'on aurait dû commencer déjà il y a plus 1 an et demi, c'est-à-dire d'abord commencer par demander aux militants. Demandez aux groupes d'action, demandez aux militants, vous voulez quoi en fait? On n'est pas obligé de copier les autres organisations, personne n'a envie de voter à tout bout de champ, personne n'a envie de cristalliser des oppositions permanentes, comme ça, totales, comme dans des courants. Je ne pense pas que ce soit ça le désir des militants. Mais par contre, qu'on leur demande jamais leur avis, qu'on n'élise jamais les représentants, non, ça correspond pas. Donc partons de ça, consultons aussi, on a le droit de consulter, des sociologues, des organisations, c'est-à-dire qui vous diront, si vous donnez tous les pouvoirs à des députés dans votre cadre de direction, ça va sécréter tel type de décision. Regardez comment fait le mouvement syndical, les différentes branches d'ailleurs du mouvement syndical, qui ne fonctionnent pas toutes de la même façon. Comment c'était dans le passé, dans l'histoire. Est-ce qu'on n'a pas l'intelligence suffisante pour fabriquer cette organisation qui nous ressemble et qui nous rassemble? Dernière question, Claire. Ouais, encore une fois, sur ce qui est possible, et tu as commencé à évoquer des pistes là. Du coup, la pièce manquante, finalement, ce serait un cadre interne qui permettrait l'expression de la diversité des visions, des stratégies possibles, etc. Mais comment c'est possible de tenir l'équilibre entre préserver la forme mouvement qui fait l'identité de l'AFI et pas tomber justement dans les formes qu'on a pu reprocher au PS ou à ELV, dans ce presque trop-plein de procédurialisme interne, de on vote toutes les semaines et finalement toute la vie militante est un peu rabougrie et très auto-centrée. Et c'est généralement les deux piliers qu'on oppose. Donc c'est quoi la voie? D'abord, moi, je suis pas tellement certaine que cette distinction, cette sous-division, on dirait nous les juristes, entre parti et mouvement, soit très pertinente. D'abord, il y a un parti, la France Insoumise. Ce parti existe au titre un parti comme on l'entend à l'article 4 de la Constitution, c'est-à-dire un organe qui reçoit de l'argent public, qui désigne des candidats, ça existe, ça s'appelle la France Insoumise, le président c'est Manuel Bompard, il y a un bureau de 2 personnes et tout l'argent est là-bas, je crois. Et je crois, mais en même temps c'est assez opaque, je crois aussi que les bâtiments, par exemple les locaux qu'on est en train d'acheter actuellement grâce aux dons, j'imagine, qui sont la propriété de ce parti. J'imagine parce que je ne le sais pas. Je ne sais pas. Okay. Moi, je considère que la liberté d'association, ça a du bon au sens de la loi de 1901. C'est-à-dire cette idée qu'on cotise, on donne de l'argent et on décide ensemble de ce qu'on fait de cet argent, c'est plutôt une bonne idée. C'est-à-dire que je défends la liberté d'association et je ne suis pas tellement pour cette idée que, en fait, on donne tout un cadre, une espèce de sommet qui dirige tout, et que nous, en fait, on n'est pas liés entre nous. Je pense que ce vouloir être ensemble, c'est important. Et du coup, mouvement, oui et non. C'est-à-dire que c'est plutôt, à mon avis, une excuse pour pas donner la possibilité aux militants d'adhérer et de pouvoir co-gérer, avoir une certaine forme de contrôle. Pas rigide, encore une fois, c'est pas l'état d'esprit des militants insoumis et insoumis, c'est pas des relous, c'est pas des procéduriers, c'est pas leur idée, c'est pas du tout leur idée. Mais en revanche, de là à leur dire dégagez, vous n'avez pas du tout votre avis à dire, vous n'avez pas, ne serait-ce que 100 balles pour financer la production d'un tract que vous aurez rédigé ensemble localement. Comment gagner des élections municipales? Comment se projeter dans une action d'une lutte locale si on ne peut même pas avoir l'autorisation et la maîtrise de certains deniers? Là, il y a beaucoup encore de chemin et d'espace pour s'améliorer, et je ne pense pas que ce soit très compliqué. Merci beaucoup Raquel Garrido d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Daxit. Je vous laisse quitter le plateau, merci beaucoup. On va enchaîner, nous les amis, avec une séquence que vous attendez, c'est le retour du jeu à la con. C'est parti pour le jeu à la con. Alors, chers amis, cette semaine dans le jeu à la con, on refait, hop là, le jeu du post-it comme la dernière fois. Donc ça c'est pour moi, ça c'est pour toi, ça c'est pour toi Antoine et ça c'est pour toi Claire. Soyez discrets quand vous le regardez, chers amis, le jeu est très simple. Nous avons un personnage qui nous est attribué par la prod, je ne sais pas qui, et on doit chacun deviner. On a le droit de poser des questions. On a le droit de poser des questions à vous le public. D'ailleurs, je vous propose que cette semaine on essaye de poser surtout des questions au public plutôt que de les poser entre nous pour essayer de deviner. Et le but c'est de deviner le plus rapidement possible. Ok.
Attends, Ok. faut que je me le regarde. Est-ce que je suis. Je peux commencer ou Ouais, on y vas-y, va Jules, Est-ce ouais, que je suis un personnage fictif? Non. Non. Merde, bon bah allez-y. Est-ce que je suis vivant? Non. 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 Ok. Non, 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 non. non. Je suis dead. Si, non, ouais, non. Ouais. Est-ce que je suis un homme? Non. Ah, mais nous, on a des questions aussi. Ben oui, Allez-y, allez-y. allez-y. Ah. C'est à la sauvage. Hein. Ah, ça- Ah, Ouais. d'accord. Est-ce que je suis un La dernière homme fois que je l'ai fait, il y avait un ordre. Ah ouais, mais On là. a dit, on aime bien avoir un Ouais. peu Non, mais là, de c'est cadre. plus gazeux. Ouais, mais là c'est plus C'est gazeux. gazeux. On est sur un fonctionnement gazeux. Donc toi, ta question, c'était quoi? Est-ce que je suis un homme? Apparemment, oui. La réponse est oui. Et est-ce que je suis un homme? Non. Ok. Est-ce que je suis mort depuis longtemps? D'accord. Ah. Je suis mort pendant le 20e siècle? Oui, Oui, ok, d'accord. Ça fait Et je longtemps. suis donc. Je suis un personnage réel. Je suis une femme. oui, Est-ce que je travaille sur Internet? Oui. 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 Est-ce que je suis Lena Situation? Mais Oui. non, Tu sais. mais c'est impossible. Comment c'est possible? Tu l'as vu où? Non, mais tu l'as vu. j'ai deviné. Mais non, mais c'est Je vous impossible. Arrête, expliquerai mais c'est ma méthode après. Je vous expliquerai ma méthode après. Ah bah, va falloir que tu nous expliques ça, Ouais, parce que c'est juste Ouais. pas possible, quoi. Non, mais si. C'est Vache. Le psych. Ok. Donc moi, je suis mort. Est-ce que je faisais de la politique? Non. Alors. Non, la réponse est non. Non, non. D'accord. Un chouïa. Un chouïa. Mais c'est Oui, on pas peut. pour ça Ouais, mais que- bon, c'est pas son boulot, quoi. Non, Non, c'est c'est pas- pas, c'est c'est pas pas son ton- boulot. c'est Sur pas ton ton temps travail. libre, peut-être tu Est-ce- disais des trucs politiques, oui. D'accord, ok. Est-ce que je suis vivant? Non. Et est-ce que moi, je suis vivante? Oui. Vivante. Je suis Oui, vivante. oui, oui, oui. Oui. Absolument. Hop. Est-ce que j'étais un artiste? Oui, Est-ce que j'étais chanteur? oui. Est-ce que je suis Johnny Hallyday? Non, Ah, je me suis dit, lui aussi, il a compris la logique, il va Il m'a trouver. dit non, je la connais pas ta Eh non, technique ouais. magique là. ça serait retrouvé à deux pendant une heure là. Est-ce que je suis une femme politique? Est-ce que- Oui et non. Bah, Est-ce que bon, je suis oui. de droite? Non. Ça dépend. Ça n'existe pas Pour ça. Usul peut-être un Est-ce peu. que je suis un homme politique? Oui. Oui. Et pas des moindres. Est-ce que j'étais est-ce que je suis chanteur français? Non. Est-ce que je suis je suis affiliée à un parti ou Non. 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 Tu vois que c'est compliqué, du coup. Ouais. Est-ce que je suis un homme politique soviétique? Ouais. Oui. Ah mais c'est quoi Est-ce que ça? je suis Lénine? Oui. Absolument. Attends, mais ils sont trop forts, c'est impossible. Ok. Moi, j'y arrive pas. Bravo, camarade. Je suis un chanteur pas français. Est-ce que je suis un chanteur anglophone? Oui. Oui. Attends, je continue un peu. Vas-y. Est-ce que je suis engagée en politique? Ouais, Oui. Est-ce que j'ai une autre profession? Sans doute. Oui. Mais je suis connue pour la politique. Bah, pas vraiment la Ouais, politique, pas parce vraiment. que la politique, c'est large. Ça dépend ce Au qu'on sens appelle de politique. Backseat, oui. Oui. Au D'accord. sens de la politique politicienne, non. D'accord. Est-ce que je suis encore vivante? Oui. Oui. Est-ce que je suis Alors, relativement jeune? Oui. Oui. Enfin, oui et non, je sais pas. Sans être désagréable, t'es plus âgé que Louis Boyard, mais tu es relativement nouvelle dans le paysage, d'ailleurs. C'est pas du... Mm. Est-ce peux en que... poser T'as dit quoi? Non, je demandais, je passais Non, la main. j'ai pas posé, parce que moi, j'y arrive jamais à ce jeu. Chanteur anglophone, Ouais. mort. Mm. Chanteur anglophone, mort. Est-ce que je suis que chanteur ou est-ce que je suis aussi guitariste? Est-ce que je suis un rappeur? Non. Peut-être pas trop un Est-ce rap. que je suis un non, rocker? Plus du rock, ouais. Plutôt du rock? Ouais. Est-ce que je suis Rick Astley? Non. Mais je cherche pas si loin, franchement. Euh, Plus simple. Est-ce que du coup, je suis une figure médiatique? J'interviens dans les médias Depuis Oui. peu. Depuis peu, oui, Depuis oui. peu. depuis peu. Surtout dans des émissions de très grande qualité, ouais. Voilà. Mhm. C'est vrai que c'est toujours Jean qui reste à la fin. Mais non, mais moi j'y arrive vraiment pas. De toute façon, j'ai le cerveau cramé. L'animation de Backseat, ça me prend tout. Donc du coup, j'ai plus rien. Ah, ça doit être. Chanteur américain décédé, il faut pas aller chercher trop loin, c'est pas si compliqué. Non, on a dit anglophone, on n'a pas dit Ah, américain. anglophone. Mm. Comment il s'appelle? C'est, Est-ce que j'étais dans un groupe? Oui. Oui. Ah là là. Est-ce que je suis John Lennon? Dernière. Oui. Oui. Non. Merci.
Non, mais j'ai le droit à combien d'heures? Parce que moi, ça peut prendre toute la nuit. Hein. Vous avez Non, du mais temps, non. j'espère. Hein. Bah écoute, si Au bout tu d'un moment, on récapitules, sortira les nems. Parce que... Et en même temps, tu auras la réponse Non, juste mais- après la pause. Oui. Mais je suis Marie-Lise Léon. Oui. Oh. Oh, l'indice de l'enfer. Chers amis, j'en profite pour vous rappeler que cette émission n'est rendue possible que par vos dons. Merci à toutes les personnes qui participent au financement de cette émission plurielle, cette émission diverse, cette émission sympa. Sur Backseat, on entend beaucoup. Vous avez compris comment j'ai fait quand même? Non, alors du coup, Non. explique. Tu m'as complètement coupé sur mon truc, mais vas-y. Pardon, je croyais qu'on. Mais non, mais du coup, débriefons parce qu'on a une Oui, minute. parce qu'il faut qu'on en parle quand même. Bah, ça, raconte-nous, de ce qui comment s'est tu passé, fais là? Mais tu vois pas la liste des noms? Lénine, Lennon, Ah. Léon. Je me suis dit, je suis Léna. Ah, d'accord. Mais Mais c'est, vous faites je suis des petits rentré dans la thèmes, alors. tête des ceux qui ont préparé le jeu. Non, mais J'avais même pas. t'es beaucoup trop fort. T'es beaucoup trop fort. Non, vraiment, j'aurais jamais cru. Et toi, t'avais compris quand t'as dit Lénine? Non. Bah, homme politique soviétique. Donc le Non, mais vrai génie, j'ai il vu est que t'avais là, en l'air fait. content. Et Lennon, pareil, tu t'es pas dit Lénine, Lennon. Non, pas du tout. Ça Moi, sonne j'étais ailleurs. pareil. J'étais en train de chercher du Ouais. côté des mêmes internet et tout. D'accord, J'ai ok, trouvé. très bien. Bon. Bon, j'en profite donc encore une fois pour vous remercier pour vos dons. C'est grâce à vous qu'on fait cette émission. Cette émission, c'est une vingtaine de personnes qui travaillent chaque semaine pour rendre possible cette émission sur Twitch et aussi sur YouTube. Si vous nous regardez sur YouTube, vous aussi venez sur KissKissBankBank et rejoignez le club Backseat, rejoignez les donateurs qui rendent possible cette émission. Vous verrez, il y a plein d'avantages à avoir. Et si vous faites partie du club, vous avez encore plus d'avantages que les autres. Vous découvrirez tout ça sur la page KissKissBankBank de l'émission. Merci à tous. On va marquer une pause et on se retrouve après la pause avec notre invité politique. Il s'agit de Marie-Lise Léon, la secrétaire générale de la CFDT. À tout de suite après la pause.